Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. La Commission électorale de la République démocratique du Congo annule certains résultats des élections législatives et scrutins locaux en raison notamment de cas de fraude. Des partis de l'opposition réagissent et estiment que les irrégularités relevées remettent également en question la crédibilité de l'élection présidentielle. L'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland sur le port de Berbera, la Somalie qui dénonce une violation flagrante de sa souveraineté sur un territoire séparatiste non reconnu par la communauté internationale, annule l'accord qui devait permettre à l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer Rouge. La crise de l'électricité en Afrique du Sud, Eskom, l'entreprise qui produit 90% du courant consommé dans le pays, ne parvient toujours pas à répondre à la demande. Gros plan à suivre dans ce journal sur cette crise énergétique et les réponses que compte apporter le gouvernement. Alors que les résultats des élections législatives, provinciales et municipales partielles qui se sont tenues le 20 décembre 2023 sont toujours attendus en République démocratique du Congo, la commission électorale a annoncé samedi avoir procédé à l'annulation du vote pour les députations nationales et provinciales dans de circonscriptions en raison d'irrégularités. Autre décision, l'annulation des suffrages obtenus par 82 candidats aux législatives provinciales mais aussi aux municipales partielles à cause notamment de fraude. Une large majorité des candidats concernés sont issus de la coalition au pouvoir. Karine Selvam. Nouveau rebondissement en République démocratique du Congo. Dans la nuit de ce vendredi au samedi 6 janvier, la CENI a décidé d'annuler plusieurs votes en faveur d'au moins 82 candidats aux élections législatives, provinciales et municipales partielles qui se sont toutes tenues le 20 décembre dernier, simultanément aux élections présidentielles. Une décision qui a eu pour conséquence le report de l'annonce des résultats à une date ultérieure. Si les élections constituent l'un des piliers de la démocratie, les actes frauduleux dénoncés par la clameur publique et documentés par la suite par la CENI ont le potentiel de remettre en cause le bon fonctionnement de notre jeune démocratie. C'est la raison pour laquelle la CENI accorde une importance particulière aux conclusions de cette commission d'enquête. Et pour lui permettre de mener les investigations nécessaires sur les faits avérés des pratiques frauduleuses, la CENI, pour la toute première fois, n'a pas respecté son calendrier électoral et a reporté la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux prévues initialement le 3 janvier 2024. Cette décision a provoqué un déferlement de réactions, tant de la part des électeurs que des candidats. La liste des noms des candidats et circonscriptions électorales concernées a par ailleurs été communiquée par la CENI. Sont annulés la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives, provinciales et communales dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge le scrutin et la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Au total, ces annulations concernent des candidats présents dans 36 des 182 circonscriptions électorales et 17 provinces sur les 26 du pays. Des ministres actuellement en poste sont également concernés, tels que celui du tourisme et celui de la formation professionnelle. Rappelons à ce jour que seul le résultat provisoire de l'élection présidentielle a été annoncé, à savoir Félix Tshisekedi, réélu avec 73% des votes. Une décision qui devra tout de même être confirmée dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle. Dans l'actualité également, le Premier ministre issu du coup d'État, Lamine Zeine, demande le report de la rencontre qui était prévue le 10 janvier prochain avec la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger propose la date du 25 janvier, le temps pour la junte nigérienne d'organiser un dialogue national sans plus de précision. Pas de réaction officielle pour le moment du côté de la CEDEAO qui, le mois dernier, lors d'un sommet, a ouvert la voie à un allègement de ses sanctions à l'encontre du Niger en le conditionnant à une transition courte avant le retour des civils au pouvoir. Et toujours dans l'actualité nigérienne, des victimes civiles ont été découvertes après des frappes aériennes de l'armée nigérienne contre des terroristes dans la nuit de vendredi à samedi près de la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce qu'indique
Un communiqué du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, aucun bilan officiel à l'heure où l'on se parle, mais certaines sources locales évoquent au moins 50 morts. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a signé samedi 6 janvier une loi annulant un accord maritime qu'il estime illégal entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Cet accord devait garantir à l'Éthiopie enclavée un accès à la mer Rouge. Mogadiscio a dénoncé une agression et une violation flagrante de sa souveraineté. Les explications de Nathalie Mo. L'accord portuaire entre l'Éthiopie et le Somaliland, annulé le 6 janvier 2024 par une ordonnance du président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Le dirigeant du pays de la Corne de l'Afrique n'a pas divulgué de détails spécifiques concernant le contenu de la nouvelle loi ni le calendrier de son approbation par le Parlement somalien. Le mémorandum d'entente entre l'Éthiopie et le Somaliland sur l'allocation de 20 km de côte pendant 50 ans sur le port de Berbera représente pour le gouvernement somalien une violation de l'intégrité du territoire national. Ce soir, j'ai signé la loi annulant le protocole d'accord illégal entre le gouvernement de l'Éthiopie et du Somaliland. Avec le soutien de nos législateurs et de notre peuple, cette loi est une illustration de notre engagement à sauvegarder notre unité, notre souveraineté, notre intégrité territoriale conformément au droit international. Côté éthiopien et somalilandais, aucune réaction n'a suivi la décision du président Hassan Sheikh Mohamud. On se souvient toutefois qu'en octobre 2023, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que l'existence de l'Éthiopie était liée à la mer Rouge, qui pour lui est un patrimoine collectif pour les pays de la Corne de l'Afrique. Pourtant, l'indépendance de l'Érythrée en 1993 a fermé l'accès à la mer Rouge à l'Éthiopie, qui se trouve désormais enclavée et dépendante de ses pays voisins sur le plan maritime. Alors que l'Éthiopie revendique le Somaliland, à travers cet accord, des groupes rebelles comme El-Shabaab utiliseront cela pour justifier la mobilisation et les attaques terroristes contre l'Éthiopie, car la Somalie pourrait considérer qu'il s'agit d'un empiétement majeur sur son intégrité territoriale. Je pense qu'à l'avenir, nous pourrions réellement assister à des tensions au niveau diplomatique, politique et économique. L'accord du 1er janvier 2024 pour l'exploitation du port de Berbera, en dehors de ses implications économiques, revêt d'importants enjeux politiques. Le gouvernement du Somaliland a indiqué que l'Éthiopie a accepté d'être le premier pays à reconnaître son indépendance en échange d'un accès à la mer Rouge. Une autonomie totale revendiquée depuis 1991, mais source de fortes tensions entre l'État fédéré somalilandais et le gouvernement central somalien. L'Afrique du Sud est toujours en proie à une profonde crise de l'électricité. Eskom, l'entreprise publique qui fournit la grande majorité de l'électricité du pays, est plombée par un parc de centrales à charbon défaillantes. Conséquence, une incapacité à produire suffisamment d'électricité, ce qui entraîne régulièrement des délestages. Face à ces coupures, que propose le gouvernement pour tenter d'endiguer la profonde crise de l'électricité qui mine le quotidien et l'économie de la première puissance industrielle du continent africain? Élément de réponse dans ce sujet de Sarah Emele. En Afrique du Sud, le ministère des Entreprises publiques et le ministère de l'Électricité ont signé le 5 janvier 2023 un protocole d'accord afin de clarifier leurs responsabilités respectives concernant la Commission sud-africaine d'approvisionnement en électricité Eskom et la résolution de la crise énergétique dans le pays. Selon les données officielles, Eskom, la première des compagnies de production et de distribution d'électricité en Afrique du Sud, produit environ 85% de l'électricité utilisée dans le pays et environ 45% de l'électricité utilisée en Afrique. Eskom produit, transporte et distribue de l'électricité aux clients industriels, miniers, commerciaux, agricoles et résidentiels, ainsi qu'aux redistributeurs. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés pour réduire la gravité des délestages, il reste encore beaucoup à faire pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité. L'approche collaborative décrite dans le protocole d'accord renforcera encore les efforts d'Eskom pour résoudre la crise de l'électricité. Le protocole d'accord tient compte de la constitution d'Eskom et définit les rôles et les responsabilités du ministre de l'électricité. Ainsi, le ministre de l'électricité, Ngoshencho
Ramo Kopa est chargé de veiller à la mise en œuvre du plan d'action énergétique et du plan de relance de la production d'ESCOM. Selon le ministre de l'Électricité, le gouvernement multiplie les investissements, notamment dans le secteur nucléaire, pour une production supplémentaire de 2500 MW d'ici 2033 afin de répondre aux questions de sécurité nationale et de souveraineté énergétique. Nous sommes toujours saisis de la responsabilité de veiller à ce que les lumières restent allumées. Nous profitons également de cette période pour faire ce que nous appelons de la maintenance d'opportunités, étant donné que certains d'entre vous sont des utilisateurs intensifs d'énergie. Au cours de ces dernières années, l'économie sud-africaine s'est développée à un rythme rapide, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'électricité. La capacité de production de l'Afrique du Sud est restée constante alors que la demande n'a cessé d'augmenter, ce qui a entraîné une pénurie d'électricité. Actuellement, le charbon, principale source d'énergie de l'Afrique du Sud, représente environ 80% du mix énergétique du pays. Selon le plan de ressources intégré IRP de 2019, 24 100 MW de sources d'énergie thermique conventionnelle, en particulier le charbon, sont susceptibles d'être mis hors service dans les 10 à 30 prochaines années. Chaque jour dans le monde, 800 femmes meurent durant leur grossesse ou en accouchant. L'Afrique subsaharienne est la région du monde où la mortalité maternelle est la plus forte. Plus de 500 décès pour 100 000 naissances, une problématique qui se pose notamment au Cameroun, un sujet sur lequel intervient notamment la première dame, Chantal Biya, qui a lancé des actions en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, Catherine Gombe. Ce geste, la première dame camerounaise l'a répété plusieurs centaines de fois ce 6 janvier 2024 à la résidence principale du palais de l'unité de Yaoundé. 24 heures après la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État Paul Biya, c'était au tour de son épouse Chantal Biya de recevoir les vœux de Nouvel An présentés par les épouses des membres du corps diplomatique et celles des membres des corps constitués nationaux. Des moments qui ont permis de mettre en lumière les actions de la première dame en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, leur épanouissement ainsi que celui des couches défavorisées de la société. L'engagement de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO a notamment contribué à réduire de 14,2% le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant et a fait reculer la mortalité néonatale de 31 à 28 décès pour 1000 naissances vivantes entre 2011 et 2018. C'est que la sensibilisation des mères en périphérie à ce qu'une grossesse se suit. Une grossesse doit être suivie. Vraiment, ça c'est le premier défi pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. C'est qu'au Cameroun, qu'aucune femme ne soit plus enceinte sans être suivie, sans avoir un suivi correct, parfait. Ça ne coûte pas cher. Le ministre, comme vous le savez, le ministère de la Santé a mis la femme enceinte en priorité pour la couverture santé universelle. D'après les prévisions de l'Union africaine, la population totale de l'Afrique atteindra près de 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, faisant ainsi de l'Afrique le continent le plus riche en termes de capital humain. Seulement pour cette population, l'accès aux soins de santé sera un défi majeur pour le développement durable du continent. La première dame Chantal Biya ne ménage pas ses efforts pour faire du Cameroun une référence en matière de santé et de reproduction dans la sous-région Afrique centrale. Ceci passe notamment par son plaidoyer et ses nombreux investissements dans le domaine de la recherche médicale. Le plaidoyer de la première dame continue pour que les ressources soient toujours mobilisées, pour que et la mère enceinte et la jeune fille en âge de procréer et les nouveau-nés bénéficient des meilleurs soins qui soient. À terme, la vision de la première dame est qu'aucune femme ne décède en couche de cause évitable. Pour ce faire, elle a initié plusieurs projets tels que le centre mère et enfant de la fondation Chantal Biya qui a vocation à suivre la grossesse et l'enfant jusqu'à ses 2 ans, et du centre de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine de Yaoundé. Encore quelques jours avant le coup d'envoi de la compétition, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire avec 24 sélections engagées. Le tournoi va se disputer dans 5 villes et réussir l'organisation de cette compétition continentale est une nécessité pour la Côte d'Ivoire qui entend également se dépasser sur le plan sportif. En effet, les éléphants déjà sacrés à la CAN à 2 reprises sont en quête d'un 3e titre continental. Marcel Kouassi, Philomène Tine.
En attendant d'ouvrir le bal face à la Guinée-Bissau le 13 janvier 2024, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, est confiante quant aux performances et à l'état d'esprit des éléphants. S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue le 5 janvier 2024, le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, se félicite des résultats positifs du stage des éléphants. C'est un match amical, c'est un match qui finit un stage qui s'est très bien passé. On voulait être dans les conditions de Cannes. On voulait souffrir par le travail, par la chaleur, et voir comment le groupe réagissait à l'effort. Et tout a été extrêmement positif. Le bon état d'esprit, il est là. Il est là. Il est dans les moments un peu plus compliqués de dire mais il y a un match dans 3 jours et c'est peut-être toi qui vas le faire gagner. Il faut qu'on arrive à cet état d'esprit-là collectif pour qu'on arrive à faire de grandes choses. Au regard de la liste des 27 joueurs confirmés le 3 janvier 2024 par Jean-Louis Gasset, les joueurs de la sélection ivoirienne qui pour certains disputent pour la première fois la CAN et à domicile bénéficient de l'expertise des plus anciens. À l'approche d'une compétition comme la CAN, il est important de ne pas trop vite s'emballer parce qu'on a un groupe avec beaucoup de jeunes joueurs. Il y a beaucoup qui vont découvrir la CAN pour la première fois. Donc, il ne faut pas trop vite leur mettre la pression et il faut aller tranquillement. Et ne pas être prêt avant ou après, mais être prêt au bon moment. On est chanceux d'être ici. Et les joueurs que le coach a choisis pour mener cette mission aussi importante. Donc, à nous de savoir saisir cette chance-là, cette opportunité-là et de tout donner. Et jouer une CAN dans son pays, on n'a pas besoin d'expliquer à qui que ce soit l'importance que c'est. Après un séjour de 5 jours à San Pedro, les éléphants de Côte d'Ivoire ont regagné leur base à Abidjan pour les derniers ajustements avant le début du tournoi continental prévu le 13 janvier 2024. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue.